À la fin des années 50, Aimé Michel, dont certains ont entendu parler ici, qui est devenu un chercheur ufologue, mais qui n'était pas à l'origine. Bien sûr, personne n'est chercheur ufologue à l'origine, on est tous des amateurs, il ne faut pas rêver. Voilà, donc après la vague de 54, il a étudié cette vague, et puis il a cherché à voir s'il n'y avait pas un ordonnancement dans les observations. Donc, avec ce sous-entendu, il a pensé tout de suite qu'il y avait peut-être une intelligence derrière le phénomène. Donc c'est comme ça qu'il a créé ce qu'on appelle l'orthothénie. Donc c'est la science des lignes droites, en fait. Alors, cette hypothèse qui a été avancée en 58 a été réfutée définitivement, entre autres par Aimé Michel, par Jacques Vallée, en partie, en 76. Alors, la suite de l'orthothénie, c'est donc cette étude sur les failles. Donc en fait, on cherche dans un élément particulier de l'environnement savoir si les ovnis ne sont pas attirés par ça. Donc c'est comme ça que naît le travail de Fernand Lagarde. Voilà, l'orthothénie, voilà, une droite qui tient qu'à un fil. Voilà, vous avez donc le 4 octobre 54, voilà ce que Aimé Michel avait retiré des observations de cette journée-là. Sauf que si on regarde bien, on peut effacer toutes les lignes et en faire exactement d'autres ailleurs, différentes, et qui seront toujours des lignes droites qui pourront porter 3, 4, 5 points alignés. Il y a des études qui ont été faites donc en université par des chercheurs qui ont balancé des points de façon aléatoire sur un tableau et qui ont réussi à aligner de façon donc aléatoire jusqu'à 6 points en ligne droite. Donc très vite, l'orthothénie a fait voir ses limites et est passée aux oubliettes de l'histoire ufologique. Donc la grande ligne de vie, je vous fais coucou, qu'est-ce que vous dites? Tout va bien? C'est gentil. C'est bon, il fait bien. Coucou, c'est mignon. Donc l'orthothénie avait sa ligne de vie, on peut dire, ça s'appelait Bavik, Bayon-Vichy. Alors il y en a qui ont essayé de faire tourner autour de la Terre, carrément. Est-ce qu'on peut continuer en dehors de la France? Alors bien sûr, les Belges ont été très très férus d'orthothénie pendant des années et des années. À partir de l'orthothénie, du fait que c'est aperçu qu'elle avait des limites, quelqu'un qui s'appelle Fernand Lagarde et une autre personne qui s'appelle Jacques Myrtin ont réfléchi, l'un a donné une idée à l'autre. Donc Fernand Lagarde, je vais vous présenter en quelques secondes, c'est quelqu'un qui dans les années 60 est devenu le rédacteur en chef de Lumière dans la nuit. Avec le fondateur de Lumière dans la nuit, donc Raymond Villiers, ils font le binôme incontournable, voilà, chargé de la bonne marche de la revue et du respect de sa ligne éditoriale. Et à ce moment-là, LDLN se tourne définitivement vers l'ufologie, parce qu'il faut savoir, le petit astérisque en bas vous dit, à l'origine, la revue n'était pas essentiellement ufologique, mais militante pour le végétarisme, l'écologie et l'agriculture bio, déjà en 58. Très en pointe sur des sujets qui deviendront cruciaux pour la société, qui ne deviendront cruciaux pour la société que dans les années 70. Donc c'était des lanceurs d'alerte avant l'heure. Donc, un enquêteur LDLN, parce que LDLN a créé un réseau d'enquêteurs, qui s'appelait Jacques Myrtin, qui officier du côté de Lourdes, de Tarbes, voilà. Donc dans la région où vivait Fernand Lagarde, qui était tarbais lui-même. Donc il développe vers 67 une hypothèse qu'il présente à Fernand Lagarde, donc déduite des constats issus de ses enquêtes, ses propres enquêtes. Comme quoi certains ovnis seraient observés à proximité des failles géologiques. En 68, donc Fernand Lagarde reprend et développe cette hypothèse. Et très vite, il trouvera des confirmations à celle-ci, entre autres avec les observations d'ovnis faites dans le Doubs et plus particulièrement à Ugère. Voilà, donc dans le numéro 92 de janvier 68 de LDLN, donc c'est une vieille couverture de LDLN, comme vous pouvez le voir, le dessin de couverture, c'est la première carte faite par Fernand Lagarde, où il place les failles et les observations d'ovnis avec. Et donc le titre de l'article, c'est Raymond Villiers qui a donné le titre, l'extraordinaire découverte de Fernand Lagarde. Voilà, donc ça s'appelle en fait, à l'intérieur, le titre c'est MOC, séisme et failles. MOC, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, mystérieux objet céleste, c'est le vocable qui avait été créé justement par Aimé Michel.
Alors en dessous, c'était pas très lisible, mais qu'importe. C'est le premier travail de Lagarde sur les observations de 54 et justement sur les observations de lignes qui se trouvaient sur les lignes orthocliniques d'Aimé Michel. Et tous les petites barres noires qu'il y a à droite des colonnes, ce sont les cas qui se situent sur une faille. Alors, Villers, donc un cas d'école. Donc le village des Villers entouré de sapins, machin, voilà, ça, on va y passer un peu dessus, dans un décor calme, majestueux, n'est-ce pas? De 52 à 70, plus de 30 phénomènes inexpliqués, ovnis, soucoupes, cigares, triangles percés de fenêtres éclairées, boules aux couleurs changeantes, étoiles qui changent de direction, et dans certains cas, plus de 100 témoins. Par 3 fois, ce sont des observations de petits êtres. Tout a commencé en juin 52, et le dernier phénomène est survenu le 4 juin 70. Depuis, la population attend. C'est pas moi qui l'écris, c'est les gens de dossier secret poufri.fr. Voilà, dire que ces 30 phénomènes inexpliqués, ce sont les conclusions de l'enquêteur, c'est pas une certitude scientifique. Voilà, donc quelques observations des Villers. Donc le cas d'Arc-sous-Sicon en 1967, ce sont des enfants qui observent des entités. Toujours en 67, donc la principale observation qui est faite par l'enquêteur lui-même, Jean Tirode. Bon, là, la version artistique ne reflète pas tout à fait la réalité. Vous verrez dans la deuxième partie de l'autre Gilles la forme exacte de l'objet. Et à droite, vous avez un autre phénomène, un peu plus récent chronologiquement, puisque c'est en 68, où là, il y a une boule sur la route et il y a 3 personnages, ce qui semble être 3 personnages qui en émergent. Voilà. Donc vous avez une observation, ça commence en 52, mais les premières vraiment significatives, c'est 54. Donc il y en a une très significative, c'est celle de Vesnay, en pleine vague de 54, donc 18 octobre, où une motocycliste, Marie-Louise B, observe un humain normal et 2 petits êtres qui traversent la route devant sa moto, pendant que dans le champ, il y a une boule rouge qui flotte. Alors ce qui est très intéressant, c'est de voir que la couverture de Lumière dans la nuit présente les personnages à droite et la moto qui avance, donc, et à gauche, pardon, et la moto qui avance sur la route, et pour celle d'en bas, c'est le contraire. Ils sont un peu trompés, je ne sais pas qui a trompé qui, mais enfin bon, c'est un peu embêtant. Alors quand on regarde la carte de Vesnay, donc qui se trouve au bord du lac de Saint-Point, il y a des failles un peu partout. D'ailleurs, là où sont observés les petits êtres, il y a juste là, il y a une faille. Elle est très courte, mais il y a une faille. Il y en a de l'autre côté de l'autre rive du lac, il y a 2 failles parallèles, et il y a, du côté où il y a eu l'observation, il y a aussi une faille du côté du Fort Saint-Antoine. Alors, la plus significative des observations du Doubs, à part celle de Jean Tirode, c'est celle de Franois. 12 décembre 68, parce que là, il y a 7 témoins indépendants et un groupe de 3 témoins. Donc ce témoin, cette famille, ça s'appelle la famille Froidevaux. Et M. Froidevaux fait 2 photos du phénomène. Donc celle que la photo, vous la voyez à gauche. La deuxième ne donne rien, c'est la seule qui soit valable. Donc en fait, le phénomène se balade dans les champs. Hein, c'est une région de bocage et d'élevage, donc il y a pas mal de haies, etc. À droite, c'est donc une reproduction, une reconstitution du phénomène observé, donc légèrement différent quand même de la photo, mais enfin bon. Voilà, donc, eh ben, en plein milieu du jeu de quilles, comme disent les Belges, il y a une faille. Il y a une faille qui traverse complètement la région. Et le phénomène, donc les témoins sont, donc le T1 dans le village, vous avez à droite vous avez des cercles, hein, les cercles c'est les endroits où se trouvaient les témoins. Donc le cercle le plus à droite, le T1, c'est là que se trouve la famille Froidevaux, qui prend les photos depuis son balcon. Parce qu'ils sont en surplomb, hein, ils sont à plus de 100 mètres d'altitude. Et donc on voit que ce que décrivent les témoins, le phénomène traverse dans les 2 sens la faille, il passe au-dessus, et ensuite il va se perdre dans les champs. Voilà, donc là, une autre, on revient un peu en arrière, c'est encore une observation d'octobre 54, toujours dans la même région, donc entre Frasnes et Pontarlier, où là on a un phénomène de forme ovoïde, lumineux,
je crois qu'il est jaune-orangé, et qui semble soit perdre de la matière par deux faisceaux, enfin deux sortes de faisceaux, ou alors ce sont des faisceaux qui éclairent le sol. Enfin, on ne sait pas trop bien, c'est pas très clair. Ça peut être une perte de matière. Alors voilà, donc, quelle est l'alliance secrète entre OVNI et faille? Donc, c'est Jean Tirode, donc l'enquêteur des Villers, et témoin lui aussi, qui dit: pour nous qui suivons depuis longtemps les évolutions des OVNI, Villers est devenu, pour des raisons qui restent encore à découvrir, un point chaud de notre territoire. Fernand Lagarde partage cet avis. Pour cet ufologue averti, rédacteur en chef de Lumière dans la nuit, qui consacre son temps à collecter les témoignages, les événements qui se sont déroulés à Villers pourraient bien aider un jour à la compréhension scientifique du phénomène. M. Lagarde et M. Tirode ont en effet relevé un détail étrange. Sur les 11 manifestations d'OVNI qui se sont produites à Villers, 6 ont eu lieu à proximité de failles géologiques. Pour les deux hommes, reste donc à démêler les mystérieuses raisons de l'alliance secrète qui semble exister entre nos fameux OVNI et les failles géologiques. Aucune explication n'est avancée. Alors, là, je vais donner un peu mon avis, en rouge, là. Et si ce n'était pas des OVNI qui étaient attirés par les failles, mais des éléments géophysiques invisibles à nos yeux qui nous donnaient à voir des OVNI. Voilà. Donc, les failles sont des choses qui bougent, qui sont fluctuantes, qui peuvent s'ouvrir, et ça peut donner un tremblement de terre, ça peut donner un effondrement du sol. Ça crée des choses qui s'appellent aussi des rivières souterraines. Les mines sont également donc des phénomènes, enfin des constructions humaines, si vous voulez, qui peuvent dégager des gaz, etc., qui ensuite sont expulsés vers l'extérieur, vers l'atmosphère. Et là, il y a des gaz qui s'enflamment au contact de l'atmosphère. Donc on peut très bien aussi penser qu'on ait affaire à ce genre de phénomène. Alors, de quelle nature exactement? On verra tout à l'heure, pour Esdalen, probablement de nature non météorologique, et plutôt de nature physique et géophysique. Et ça, tu en reparleras tout à l'heure. Donc la suite, c'est un cas très connu, et qui ressemble à tout ce qu'on va voir ensuite, c'est-à-dire ce sont des boules qui se baladent sur la route, qui se baladent dans les champs. Voilà. Donc ça, c'est les boules de ce qu'on appelle les boules de l'Aveyron. C'est un cas, ceux qui connaissent un peu, c'est le cas de Roro. C'est le début. C'est comme ça que ça a commencé, en 66. Juin 66. Oui, tout à fait. Et donc publié plus tard, publié 4 ans plus tard, donc dans le numéro 109 de Lumière dans la nuit, donc de décembre 70. Voilà, donc 15 juin 66, entre autres. Hein, donc, ça, c'est une reproduction d'un dessin dans l'UDN, mais qui a été reproduit dans une revue qui s'appelle La Gazette des Mousquetaires, qui donc est la revue de Georges Mess, Gérard Deforge et Jean-Claude Venturini. C'est qui Coatanroc qui rédige et qui fait tout ça. Qui est l'éditeur. C'est l'éditeur. Et ça se trouve vous trouvez ça dans le site ovniparis.fr. Voilà. Tous les numéros y sont. Voilà, on en est au numéro 55. Ouais. Donc en haut, vous avez un peu. Bon, c'était des cortèges de boules qui se déplacent dans la campagne, qui roulent au sol, qui glissent sur le sol. Là, près de la ferme, donc cette ferme que vous voyez en bas à droite, qui est la ferme telle qu'elle est aujourd'hui, qui existe toujours, voilà, la boule est venue au contact de la ferme, y est restée un certain temps avant de s'en éloigner. Vous verrez que il n'y a pas que là que ça s'est produit. Et je précise qu'au nord-ouest, il y a la faille du Rouergue. Voilà. Voilà. Donc il y a la faille du Rouergue, exactement. Donc là, vous avez le dessin en haut, c'est l'extrait de l'OBJ. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que des zones comme ça, où il y a des concentrations d'observation de boules lumineuses, il y en a plein. Ça s'appelle des zones de récurrence. Alors, on focalise sur les Villers, bien sûr, mais on peut trouver ailleurs dans le monde des zones avec des zones sismiques et ou faillées.
autour desquels on trouve des tas de phénomènes lumineux. Donc, la plus ancienne que j'ai retrouvée, c'est vers 1086 en Chine, où il y a une lumière qui se promène sur un lac, qu'on appelle, que les Chinois appellent la perle. Donc ça a duré pendant 10 ans. Entre le XVIIe et XVIIIe siècle, en mer Adriatique, entre autres, une espèce de météore, sous la forme parfois d'un tourbillon de feu, qui s'appelait la bolina, donc la boule. Et ça a duré donc plusieurs siècles. Au XVIIIe siècle, Bologne, vous verrez tout à l'heure, en Italie, a été, comment dirais-je, a été le cadre d'un certain nombre d'observations de boules lumineuses qui jaillissaient du sol. Comme au Ponceau. Alors ça revenait assez régulièrement. Hein. Vous verrez tout à l'heure, il y a 2 témoignages à 50 ans de différence. En 1644, à Boston, aux USA, donc là, ce sont les premiers colons qui sont confrontés à des boules de lumière qui jouent à cache-cache. Et ça dure pendant plusieurs mois. Bon, là, c'est un peu au niveau de la chronologie, c'est pas terrible. Mais bon, enfin, depuis environ l'an 1200, voilà, avant que les colons arrivent, avant de monter, et on en parlera plus tard, donc dans la Caroline du Nord, de nombreuses observations de lumière que les Indiens appelaient les fantômes verts, et ensuite les colons ont appelé les lanternes d'esclaves. Donc ça dure depuis 800 ans et ça continue aujourd'hui. Donc entre le 18e et le 19e, Sondrio, donc c'est en Valtelline, c'est l'Italie. Là, c'est des boules de lumière qui sautent par-dessus les murs, s'étalent sur le sol, et qu'on appelle les capras saltants, c'est-à-dire les chèvres sautantes. Et ça, il y en a régulièrement tout au long de ces siècles. Il y a plein de témoignages de ce genre de choses. À Tenerife, en 1832, donc aux Canaries, ce sont des lumières suiveuses sur la mer. Donc ça se passe durant une tempête, mais aussi dans une île Tenerife, qui est une île volcanique. Donc, après, 1877, 1905, 1909, donc au Pays de Galles, pourquoi ça, j'aurais pu mettre carrément depuis le XVe siècle, mais effectivement, depuis le XVe siècle, de nombreuses lumières par vague. Donc les 3 vagues dont je parle là, c'est 1877, donc c'était un personnage qui s'appelait Springle Jack, qui portait une énorme lumière sur le poitrail, sur le torse, et qui sautait par-dessus les murs. 1905, ça s'appelle un revival catholique. En fait, c'est un revival religieux, et les gens voyaient des tas de lumières dans le ciel, des lumières au sol, suivaient les lumières dans la campagne. En 1909, c'est un peu différent, c'est une vague de dirigeables fantômes, qui eux-mêmes ont d'énormes lumières. Voilà, donc ça a duré aussi, mais depuis le XVe siècle, là, il y a un certain nombre de choses, mais bon, ça serait un peu long à développer ici. En février 1893, là, on a un retour, entre autres, d'un phénomène de lumière vagabonde, qu'on appelle la lumière mystérieuse du Japon, en mer du Japon, c'est des lumières qui se baladent sur la mer, des boules de lumière qui un peu comme on voyait sur les chemins ou dans les champs qui roulent. Là, c'est pareil, elles roulent sur la mer, elles se baladent comme ça, elles croisent des bateaux. C'est juste une chose, oui. Les dirigeables dont tu as parlé avant, c'était quelle date? 1909. 1909, d'accord. Donc il y a eu plein de vagues de dirigeables fantômes. Il n'y a pas eu que 1897. Donc en 1912, toujours en mer de Chine, enfin toujours en mer, oui en mer de Chine, donc des roues lumineuses, des roues de lumière sur la mer, donc qu'on appelait, donc il y avait des titres dans les journaux scientifiques, donc curieuse lumière en mers indiennes. Voilà. En 1940, là on est en Hongrie. Là, c'est une roue de feu qui dévale des collines, mais qui revient régulièrement et qu'on appelle l'aviron ronfleur, parce qu'il faisait beaucoup de bruit. Et après, donc 66, les boules de l'aviron, 70-80, le lac du Terre, ça te dit quelque chose? Alors, Raoul pourra en parler mieux que moi. Pareil, des lumières sur le lac pendant plusieurs semaines, au moins. Il y a plusieurs soirées de suite. Donc 70-80, donc 70, depuis 70, Esdalen en Norvège, donc des lumières vagabondes, depuis des décennies, plein de témoins aussi. Ça devient carrément une recherche scientifique, parce qu'il y a là-bas une station en permanence avec des scientifiques qui étudient ça.
Et depuis le début du XXIe siècle, pour faire plaisir à notre ami Rémi, à Charbuy, donc dans Lyon, au lieu-dit du Grand Ponceau, Ponceau c'est un pont en fait. Il y a des tas de boules lumineuses, on voit le ciel en feu, et des boules qui jaillissent du sol. C'est ça. Voilà. Donc ça, ce sont les zones de récurrence. Mais il y en a d'autres. Je pourrais en faire des listes entières, encore des pages. On pourrait faire 4 heures de conférence. Oui, on peut faire. Là, c'est le point 2 de lui, le 1 de moi, on pourra en faire encore une l'année prochaine. Allez. Donc, on va parler un peu de Brown Mountain, donc en Caroline du Nord. Pardon. Je peux vous embêter avec une question? Oui. Est-ce qu'on sait le temps de présence des boules? Des boules, ouais, c'est très variable. Ça peut être de quelques minutes, quelques secondes, quelques minutes à 10-15 minutes. Est-ce que vous considérez les volcans comme des failles? Disons qu'il y a effectivement des effets, des phénomènes lumineux du même type. Au Mexique, on a vu effectivement des ovnis. Moi, des ovnis, oui, enfin des phénomènes. On va dire ovnis si on veut. Oui, objet volant, voilà. OVNI, oui, tout à fait. Rentrer dans un volcan. Le Popocatépetl, exactement. Vous sortir aussi. Vous sortir aussi. Il y a eu les deux, effectivement. Il y a eu les deux. D'autres images. Alors, donc, Brown Mountain, c'est une nuit a été connue des Indiens Cherokee, donc avant l'arrivée des colons. Ils considéraient que c'est des esprits du feu, de la terre. C'est assez logique, parce que ce sont des phénomènes qui sont lumineux, donc feu, et puis qui viennent généralement, qui apparaissent parfois spontanément au niveau du sol. Et c'est au XIXe siècle que les Américains commencent à s'y intéresser, entre autres Charles Fort, le chercheur de cas de choses étranges, de toutes sortes. Et aujourd'hui, au même titre qu'Els Allen, donc une étude scientifique est menée dans le secteur de Brown Mountain, avec des missions d'observation où une batterie caméra automatique, des spectrographes, de radars, de sondes de toutes sortes enregistrent tout incident 24 heures sur 24. Plusieurs des films d'études intéressantes se trouvent sur Internet, ça je vous laisse le soin d'y aller. Moi je vais vous montrer que des choses qui ne bougent pas. Voilà, donc Brown Mountain, c'est un ensemble montagneux. De l'autre côté de la vallée, il y a pas mal de villes, on va voir ça tout à l'heure. Voilà, donc 2725 pieds d'élévation. Voilà, Brown Mountain, comment ça se présente? Vous avez Brown Mountain dans le fond, au milieu de la photo. Donc le Wilcat Bridge devant, vous avez des ruisseaux, donc River Creek. Et derrière, vous avez les trois villes. Vous avez Hickory, Le Noir et Britain. Voilà, Britain, c'est aussi une montagne en fait. Voilà, donc juste au pied de Brown Mountain, vous avez une énorme faille qui s'appelle la Brevard Fault, et qui est l'une des plus importantes failles de la région. Même quand je dis de la région, plusieurs États limitrophes. Alors, qu'est-ce qu'on voit à Brown Mountain? Voilà, on va voir tout de suite ce qu'on voit. Alors, vous avez des choses au sol, mais vous avez des choses en l'air aussi. Alors celle de droite est très intéressante, mais vous la voyez peut-être pas assez bien, malgré la grandeur de l'image. Mais en fait, vous avez un phénomène qui se déplace, et hop, il fait une demi-tour, qui fait une sorte de zigzag, comme ça. Vous avez donc en haut à droite un phénomène de boule lumineuse qui semble se développer, où sa lumière éclaire le paysage, difficile à dire. En bas, vous avez à gauche quelque chose qui peut s'apparenter à un météore, mais en fait qui n'avait pas ni la vitesse ni la durée d'un météore. Et au vidéo qui est en noir et blanc, vous avez donc des lumières qui se déplacent. Alors au départ, au XIXe siècle, il y a des témoins qui pensaient que c'était des trains. Parce que c'était tellement lumineux, on dirait alors les trains du XIXe siècle, aujourd'hui aussi, mais il y avait un énorme phare à l'avant de la cheminée, et qui éclairait très très fort l'avant du train, enfin la voie devant pour éviter les obstacles. Et en fait, les gens qui voyaient ça, ils disaient, oh, ça doit être un train. En fait, il n'y avait absolument pas de train dans la région où ça se produisait. On était en pleine montagne.
Et ça ressemble un peu à ça, en fait. Et ça se déplace au sol, plus ou moins. Alors, il y en a toutes les couleurs. Il y en a qui sont recolorisées, hein, je vous rassure tout de suite. Celle en haut à gauche, à droite est recolorisée. Voilà, ça ce sont des photos qui ont été prises à Brown Mountain. 3 photos qui ont été prises à Brown Mountain. Celle en haut à gauche est très intéressante parce qu'en fait, vous avez une lumière. Bon, la photo, à mon avis, a dû saturer la couleur. Mais donc, il y a un orbe rouge autour. Et à l'arrière, il y a quelque chose qui ressemble à... Comme s'il y avait un gaz qui se... C'est pas une boule, c'est comme s'il y avait un gaz qui se répandait dans la forêt. Alors, en bas à gauche, vous avez un groupe de témoins. C'est un dessin, hein, qui, eux, voient autour de Brown Mountain un certain nombre de lumières qui se baladent. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une chaleur particulière, parce qu'il y a des colonnes d'air chaud qui montent de part et d'autre de la forêt, de la montagne. Ce qui pourrait laisser penser que la chaleur au sol est plus importante au moment de l'apparition du phénomène. Comment c'est su qu'il y a des colonnes d'air chaud? Ah, parce que ça se voit à l'œil nu. Hein, c'est comme quand tu as une route qui est chauffée très forte, une colonne d'air chaud, l'air chaud qui monte et qui rend un peu, qui brouille un peu le paysage. C'est un peu ce qu'ils ont vu. C'est de nuit, c'est de nuit. Oui, c'est de nuit. Ouais. Ah bah on peut le voir, c'est certainement. Quand tu as quand tu as un moteur de voiture, si tu te mets dans un certain angle, la nuit, ça a chauffé, tu as beaucoup roulé, tu peux voir si les conditions sont donc rassemblées, tu peux voir le capot de ta voiture qui émet des bombes de chaleur même en pleine nuit. Alors il y a des photos donc plus anciennes que ce que vous avez vu, qui sont des photos assez récentes. Alors, donc, vous avez des photos qui datent de 62. Alors là, un certain nombre de taches ou de boules lumineuses qui soit se situent à flanc de coteau, soit se détachent sur le ciel. Et donc, tout ça c'était à une époque où il n'y avait pas de scientifiques qui s'intéressaient vraiment à Brown Mountain. Parce que Brown Mountain, ça a été, et vous le verrez, quelque chose de folklorique quand même. On considérait ce qu'on voyait à Brown Mountain comme un phénomène folklorique. Des fées, voilà. Bon, enfin, peut-être pas des fées parce qu'il n'y en a pas énormément, enfin, quoi que on les a importés aux États-Unis, c'est vrai. Il y a une autre photo, alors qui est assez ancienne aussi, qui est donc un Polaroid. Et donc, où la personne qui a pris la photo a écrit, donc les lumières ont tourmenté la population pendant environ 1100 ans. Hein. Et à côté, c'est marqué, alors je ne sais pas, Earthlight, Earthlight, c'est les lumières terrestres, mais je pense que c'est ce qui est écrit en bas à droite de la photo. Voilà, parce que, comme on dit, c'est un mystère très populaire aujourd'hui, mais donc il a été considéré comme du folklore. Aujourd'hui, il y a des visites guidées pour le Mountain. Et c'est le groupe de personnes qui a fait l'observation dont on parlait tout à l'heure, ce sont des gens d'un groupe donc, de touristes guidés par un guide donc, qui faisait la visite de nuit de Brown Mountain. Bien sûr, on y va la nuit pour voir les lumières, parce que c'est généralement quand même à ce moment-là qu'on les voit mieux. Il y a une émission donc, qui s'appelle Le Mystère des lumières de Brown Mountain, qui est sur une chaîne donc, qui est diffusée sur les deux Carolines, Caroline du Nord et au sud, Caroline du Sud, et qui est régulièrement diffusée et qui fait qui ramène des informations de colloques qui ont lieu sur les lumières de Brown Mountain. Régulièrement, une fois par an, il y a un colloque sur les recherches sur Brown Mountain. Et les bouquins qui sont écrits sur Brown Mountain, évidemment, bien sûr. Donc, Edward Spear est dont le nom peut dire autre chose, mais Spear est un spécialiste de Brown Mountain. Il y a toujours des phénomènes Toujours. J'aurais pu mettre des dizaines de photos. Quand on voit la photo de Brown Mountain avec les prises de nuit, avec les caméras automatiques, j'ai d'autres photos où il y a des phénomènes à un moment donné.
il y a 6 heures d'enregistrement qu'ils ont mis sur une seule photo de tous les points lumineux qui sont apparus pendant la nuit. Mais on en trouve plein sur Internet. À part des lumières, il y a des phénomènes au sol, il y a des marques au sol. C'est causé par ces lumières. Alors, je crois qu'il y a eu quelques endroits où on a trouvé un peu de terre chamboulée et un peu d'herbe rougie. Voilà. Y a-t-il eu des témoins qui ont fait des estimations de vitesse? Avec la station, oui, il y a des estimations qui ont été faites, mais c'est justement relativement lent. Voilà. C'est des choses qui se promènent, quoi. Ce ne sont pas des choses qui sont fugaces, Voilà. c'est pas un météore, ce sont des choses qui se promènent. Donc on peut faire vraiment un distinguo entre le phénomène OVNI et ces lumières-là. Ça dépend. Il y a des ovnis qui sont lents. Si c'est des plasmas de gaz, c'est pas OVNI. Ah oui, mais ça, voilà. Alors, un certain nombre de phénomènes considérés comme des phénomènes ovnis peuvent être très bien des plasmas de gaz mal identifiés. Une toute faible proportion. Ça, c'est toi qui le dis. Voilà, donc on va aller plus loin encore. On a même carrément fait un film en 2014, ça s'appelle Mountain Alien Abduction. D'ailleurs, je me suis laissé prendre au départ. Tiens, il y a eu un truc assez marrant, il y avait plein de vignettes avec missing. En fait, c'est pour le film, c'est genre les acteurs qui ont disparu, non, ils n'ont pas disparu, qu'on a fait disparaître sur le film, exprès, bien sûr. Donc, je me suis vraiment laissé avoir. Au début, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était une fiction. Mais bon, comme quoi, on peut se laisser avoir par beaucoup de choses. C'est bon? Voilà. Donc c'est dans l'émission de Sophie Davant. De toute façon, la conclusion... C'est un phénomène étrange, c'est la spécialité de David Gallet. Nous partons en Norvège et dans le ciel de la Norvège, il y a d'étranges phénomènes lumineux. Ah oui, il y a des phénomènes lumineux extraordinaires. Est-ce que ça peut s'apparenter à des ovnis? Qu'en disent les scientifiques? Vous avez enquêté. J'ai enquêté. Il faut imaginer une vallée qui est vraiment perdue au milieu de nulle part. On est là dans le centre de la Norvège. Depuis maintenant une bonne trentaine d'années, il y a des observations qui sont faites par la population et par plein de monde d'ailleurs. Les observations d'ovnis, c'est-à-dire des objets volants non identifiés dans le ciel. Ça se passe de jour, ça se passe de nuit. La vallée d'Esdalen. Esdalen, exactement. Des centaines d'observations, pas des dizaines, des centaines d'observations qui ont été faites, notamment donc depuis le début des années 80. Cette vallée d'Esdalen, eh bien forcément, je m'y suis rendu. C'est pas si facile que ça de s'y rendre. Enfin, une fois que vous y êtes, c'est assez extraordinaire. C'est calme, on peut le dire. Mon objectif était clair, c'était de voir, si possible, ces fameuses lumières d'Esdalen. Donc j'ai passé quelques nuits très au frais. Et j'ai surtout rencontré des témoins. En tout cas, ce que vous allez voir relate du domaine de l'extraordinaire parce qu'il n'y a pas encore d'explication. Regardez, tout est vrai. Il existe dans le monde un lieu unique. Un lieu qui fait et fait encore l'objet de centaines d'observations d'ovnis. Ici en Norvège, dans la vallée d'Esdalen, on ne compte plus le nombre de témoignages, de photographies et de vidéos dévoilant des phénomènes aériens étonnants et inexpliqués, comme le dévoilent ces documents amateurs. Å, fy fader! Jeg filmer det! Jeg har det på tape! Des boules de lumière traversant le ciel, se transformant, se multipliant. D'autres semblant dotés d'une certaine intelligence. Les habitants de cette vallée disent être régulièrement les témoins de ces phénomènes mystérieux. C'est le cas de John Arvid, un habitant d'Esdalen. C'était une grosse boule de lumière qui est apparue. Elle longeait la vallée. Quand elle est arrivée devant la maison, à notre hauteur, elle s'est arrêtée. Et puis elle est restée quelque temps immobile, et elle est repartie vers l'ouest, en direction de la montagne. Et une fois arrivée près de la montagne, elle a comme allumé des spots vers le sol. Et c'était incroyable de voir la puissance de ces lumières. On voyait tout comme en pleine journée. C'était incroyable de voir la montagne s'illuminer comme ça. D'autres habitants témoignent
témoigne. C'est le cas d'une famille installée à Allen. Un soir d'automne 2007, alors que le père rentrait avec ses enfants, ces derniers ont remarqué une lueur étrange dans le ciel. Une fois le véhicule stoppé, la famille allait vivre une expérience extraordinaire. Dans la voiture, on avait un laser, un stylo laser de 250 milliwatts, qu'on a dirigé sur la lumière. On a pointé le laser par intermittence vers la lumière et la lumière a répondu en clignotant. Et puis il s'est divisé en deux. Il y avait une boule rouge qui est restée au même endroit et une blanche qui est montée vers le haut. Elle est partie tout droit dans le ciel. Et comme la lumière rouge était restée, on a à nouveau pointé le laser clignotant dessus. Et la lumière clignotait elle aussi comme pour nous répondre. Depuis quelques années, des scientifiques ont installé sur place une station d'observation permanente. Équipée de caméras, de spectromètres ou encore de radars, les scientifiques disposent de données précises, des données qui révèlent de nouveaux mystères. On peut suivre le phénomène sur le radar, même si on ne le voit pas. Je veux dire avec les yeux. Donc ça signifie que quelquefois c'est lumineux et on le voit, et d'autres fois ce n'est pas lumineux, on ne voit strictement rien dans le ciel, mais le radar, lui, le voit. Alors j'imagine que les scientifiques ont des théories. On pense peut-être à un phénomène météorologique. Alors il y a ça. En fait, il y a quand même des scientifiques français, italiens, norvégiens et américains qui sont allés sur place et qui ont fait ce que vous avez vu d'ailleurs, une espèce de petite cahute avec plein d'appareils. Alors il y a plusieurs théories. Il y a déjà des fans d'OVNI qui disent que ce sont des extraterrestres. Le problème, c'est qu'est-ce qu'ils feraient dans cette vallée-là, à squatter la vallée et à être observés régulièrement par les gens. On sait strictement rien. On ne sait pas. Quelquefois, on peut se dire que cette théorie, elle est basée sur des engins, des essais d'engins militaires. Alors pourquoi pas, sauf qu'on ne voit pas pourquoi les Américains ou les Russes, qui ont vraiment peut-être une avance technologique éventuelle, iraient essayer ça dans une vallée paumée en Norvège. Bah, justement parce qu'elle est paumée. Oui, mais maintenant les gens l'observent, donc c'est un peu stupide de faire des essais discrets, surtout que leur pays, en l'occurrence la Russie et les États-Unis, sont suffisamment vastes pour faire des essais plutôt discrets. Reste le phénomène effectivement naturel, pas forcément météorologique. Alors la vallée, elle est riche en minerais. D'ailleurs, si vous allez là-bas, vous tomberez dans une petite ville qui est Røros, parce qu'à Esdalen, il n'y a rien. Mais dans la ville de Røros, il y a une mine de cuivre que vous pouvez d'ailleurs visiter. Et j'ai interrogé un géologue et je lui ai demandé est-ce qu'il ne serait pas possible qu'il y ait un phénomène naturel qui crée une énergie, qui crée des boules. Alors il me dit que non, c'est quasi impossible. Pourtant il y a une théorie qui dit que cette vallée fait office de pile géante et que ça créerait des choses comme ça. Le problème, c'est que ces boules de lumière quelquefois sont solides. Vous avez quelque chose de solide qui vole, un objet qui vole dans le ciel comme ça. Alors vous en pensez quoi, vous ? Moi, je pense qu'il y a une théorie naturelle derrière tout ça, mais que si on l'explique, elle est révolutionnaire parce que ça génère une énergie qui est égale à peu près à une demi-tranche de centrale nucléaire pendant 1 an, pour vous faire simple. Ça veut dire que si jamais on réussit à refaire la même chose, on n'a plus de problème d'énergie pendant un bon bout de temps. Donc, je pense que c'est naturel. C'est peut-être la solution. C'est peut-être la solution. Voilà. En tout cas, c'est intéressant. Le scientifique que vous voyez, Strand, il est venu en France. Il était au Képan, donc organisé par le GEPAN en 2014, en juillet 2014, le Képan, donc qui était un workshop où il y avait une centaine de scientifiques, enfin de chercheurs, pas simplement de scientifiques, parce que j'y étais, donc je ne suis pas spécialement un scientifique. Voilà, il y avait Jacques Vallée, il y avait plein de gens comme ça, il y avait un certain nombre d'Américains, il y avait des Russes, il y avait des Norvégiens, il y avait des Italiens. Il y avait une partie du gratin, voilà, l'élite de l'ufologie, si on veut, allons-y, restons modestes. Mais c'était génial, donc Strand nous a raconté exactement ce qu'il disait là, mais il l'a développé pendant une présentation à peu près aussi longue que la mienne. Voilà, mais juste sur Esdalen. Et alors ce qui est intéressant à noter, c'est le premier témoignage. Ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé en Aveyron. La lumière qui vient près de la maison, qui reste près de la maison, et ensuite s'en va. Et en Aveyron aussi, on a des projections de lumière. On a à un moment donné une sorte de... ce qui sera décrit comme une fusée lumineuse au sol, auquel les boules viennent s'intégrer. Elles viennent s'intégrer dans cette colonne de lumière. Voilà, donc ça c'était... Comme l'histoire de l'eau chez Rami. Voilà, donc tu en parleras mieux que moi. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle fait là? Voilà, alors oui, ça va venir, ça va venir en l'air. Voilà, donc en fait, je parlais un peu des lumières tout à l'heure, des zones récurrentes. Ben voilà, Bologne. Donc
Voilà, c'est extrait d'un catalogue que j'ai fait dans les années 70, 80, 70 plutôt que les 80. Ça s'appelle Histocat. En fait, ce sont que des cas préarnoliens de phénomènes, entre guillemets, inexpliqués. Voilà. Donc, j'ai passé des années en bibliothèque pour ça. Voilà, donc, alors là, c'est un peu idiot parce que j'ai essayé de reconstituer l'écriture à l'ancienne avec les S en forme de F. C'est idiot parce que je ne ferai plus ça maintenant. Donc on voit un globe de feu donc, à Bologne en 1719, de la couleur de la flamme. Donc, voilà. Et Bologne. Oui, parce qu'en fait, oui, il faut savoir que c'est marqué Boulogne, parce que à la fin du XVIIIe siècle, on ne disait pas Bologne en France, pour Bologne en Italie, on disait Boulogne. Donc ce qui a créé des tas de confusions. Non, bon, Boulogne-Billancourt, Boulogne-sur-Mer, non, c'est Bologne en Italie. Voilà. Oui. Et donc en fait, voilà, c'était un globe. Alors, on parlait tout à l'heure, donc entre Frasne et Pontarlier, cet ovale qui avait deux sortes de deux faisceaux qui pouvaient être de l'éjection de matière. Et là, c'est un peu ce qui se passe. Donc, il y a une sorte de 4 ouvertures duquel s'échappe de la fumée et des flammes. Voilà. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il l'appelle un volcan aérien. Voilà. Alors, et ça laissait subsister une odeur de soufre. Et ça, on le retrouve à plusieurs reprises. C'est pas la seule fois où les témoins parlent d'odeur de soufre, même d'odeur de soufre qui est permanente pendant des jours et des jours. Alors, toujours, hein, on est en 1779. Est-ce qu'on aura fait aux témoins respirer des odeurs, des chimies différentes? Ça, on était au XVIIIe siècle, je ne sais pas s'ils ont fait... Je croyais que ça continuait. À Bologne, pour voir, mais... ah oui, bah, je veux dire, à Broad Mountain, tout ça, ça continue. Mais je n'ai pas eu de témoignage, je n'ai pas trouvé de témoignage d'odeur de soufre. Hein. Mais là, oui. Parce qu'il y a souvent, on dit odeur de soufre, mais c'est l'ozone. C'est l'ozone, oui, bien sûr, bien sûr. Alors là, voilà, on a un cas de lumière spontanée qui se forme donc au moment d'un tremblement de terre. On ressentit à Bologne dans des secousses de tremblement de terre. Ce même jour, à 6 h du soir, plusieurs personnes étant sur la Montagnola, à la porte de la ville, aperçurent sur la montagne di San Michele une grande quantité de globes lumineux qui s'élevaient avec force de la terre dans l'air et qui, par leur nombre prodigieux, ressemblaient à une pluie de feu. Sauf que ça montait. Bon, la pluie. Alors, je vais pouvoir faire des recherches, là, parce qu'il y a un monsieur Berthelon qui a fait un mémoire pour les causes électriques des tremblements de terre. Hein, bon, je te donnerai la source plus tard. Voilà. Alors là, on a un autre exemple, c'est donc en France, dans le Gard. Oui, j'ai pourtant changé j'ai mis un M à la place du N, ben non, ça va marcher. Tant pis. Donc en 1883, c'est une coupure de presse, hein, donc, du journal de Valence, donc, où un lecteur envoie une lettre au rédacteur en chef en lui faisant part d'une observation qui a eu lieu donc, le 29 septembre. Donc, un globe de feu qui s'est élevé de la montagne et est venu planer sur les modestes ruines du château de Beaume. Oui. C'est un bruit sismique, ça. On va évacuer la salle. Voilà. Ah, il y en a eu. Donc, sa clarté était féerique. Tout au-dessous de cette clarté était blanc comme la neige. Et il laissait échapper de son noyau des gouttelettes lumineuses semblables à celles d'une chandelle romaine. Et c'est ensuite divisé en 2 parties et a disparu. Et donc, et cette personne recueille un autre témoignage, donc la veille, dans la nuit, un point lumineux sur le sommet de la montagne, derrière, donc, alors c'est parce qu'en fait c'est un journal très ancien, quand on l'a ouvert, il s'est coupé en 2, hein, je suis désolé. Quand on l'a ramené à la banque de prêt de la bibliothèque nationale, on a dit, ben ouais, c'était le 3e journal en fait. Et tous les journaux, quand on les a ouverts, ils sont coupés en 2. Donc c'est pour ça qu'il y a une déchirure. On n'était pas fiers de nous. Hein. Donc en fait, il y a une carrière de pierre qui s'est ouverte récemment. Et c'est au sommet de cette carrière de pierre que cette dame observe ce point lumineux. Voilà, alors donc,
Alors, ce globe de feu n'est-il simplement que du gaz aggloméré? N'y aurait-il pas quelques réservoirs de pétrole, déjà à l'époque? Pourquoi pas? Voilà. Donc, il y a quelques évocations de possibilités d'origine. Il parle qu'il y a beaucoup de mines dans la région également. Hein. Il y a également à Beaunostin une très belle faille. Ah, voilà, donc on est toujours dans le même contexte. Hein, Alors là, bon, le Chili, bon, on ne va pas dire qu'il n'y a pas de faille au Chili, parce que c'est quand même un pays sismique très important, qui est toujours sismique aujourd'hui. Là, on est toujours en 1883. Et la lumière observée ressemble quand même à ce qu'on appelle une lumière, donc, justement une lumière sismique, hein, qui annonce des séismes ou les suit. Donc c'est une lumière rouge considérable dans le ciel, qui ressemble donc un peu à la lumière zodiacale, mais qui n'est pas la lumière zodiacale, et qui s'étend sur une hauteur double et une largeur triple à celle de la lumière zodiacale, que la lumière zodiacale occupe ordinairement. Et au bout d'un moment, aux heures du soir, le centre de la lumière se concentre et forme donc une masse enflammée, une boule de feu, de la grandeur apparente de la Lune, et qui est répandue pendant près d'une demi-heure sur le pays, une lumière tranquille de l'intensité de la pleine Lune. Alors là, c'est très bizarre, parce que j'ai un témoignage qui a disparu. Enfin bon, j'ai une partie du témoignage, je ne sais pas ce que ça va donner à l'écran. Ah, bah il est entier, il n'est pas entier, il n'était pas entier. Voilà, on va un peu terminer cette première partie. Donc moi j'ai un témoignage familial qui date de l'automne 54, donc c'est... Quand mon papa s'est marié, donc il s'est marié avec la dame qui conduisait la voiture. Alors ça se passe entre Thiers en Val-de-Marne et Coëtquidan dans le Morbihan. Alors on ne sait pas trop, hein, parce qu'ils n'ont pas noté exactement où ça se produisait, peut-être en Loire-Atlantique ou dans la Sarthe, ou au moins dans une région de blocage. Donc deux femmes et une adolescente roulent sur une route de campagne, tard dans la nuit, dans un véhicule de type Peugeot 203 break, vous avez la photo en bas, c'est pour vous donner la hauteur de la boule, hein, vous allez voir. La conductrice voit dans son rétroviseur ce qu'elle pense être un véhicule qui la suit, probablement une moto car il n'y a qu'un phare. Elle ralentit pour la laisser passer, la chose éclaire très fort et commence à doubler le véhicule des témoins. Brusquement, la conductrice perçoit dans son champ de vision gauche quelque chose d'inhabituel, que ce qui la double est inhabituel. Elle tourne la tête et là voit qu'il s'agit d'une boule de feu jaune-orangé qui roule sur la route, d'environ la hauteur de la portière, du sol à la base de la vitre, soit environ 1,1 m. Elle freine et stoppe le véhicule, les passagers sont stupéfaits, voire effrayés. La boule, elle, poursuit son chemin sur la route, où à une trentaine de mètres, la route s'incline vers la gauche, et la boule, elle, poursuit tout droit, franchit le fossé, saute la haie, et poursuit dans les champs. Elle est suivie des yeux jusqu'à disparaître à la vue des témoins. Voilà, c'est un peu encore le même type de témoignage, une boule qui roule sur la route et qui va se perdre, on ne sait trop où. Pardon? La masse pas mousse. La masse pas mousse, oui. Il y a eu le même phénomène au Col d'Or aussi. Oui, tout à fait. Voilà, alors la conclusion que moi, personnellement, je tire, bah, c'est une conclusion qui demande, c'est pas définitif, c'est quelque chose qui demande à être affiné, bien sûr. Donc ces boules, ces plasmoïdes, ces lueurs diffuses, ces bidules protéiformes, parfois perçus par les témoins comme intelligents, voire habités, sont-ils liés à la présence de failles, de gouffres, de mines, de rivières souterraines? Sont-ils des lueurs géophysiques pré- ou post-sismiques mal interprétées? Ces émanations souterraines ont-elles une influence sur la perception des témoins qu'elles altéreraient par des exhalations toxiques aux alentours? On parle d'ozone, hein, de choses comme ça, des gaz ou autres substances chimiques aux effets mal connus. C'est un peu ce qu'on a dit, ce que dit la théorie de Persinger, hein, entre autres. Donc tu vas un peu parler. Mais non, c'est toi qui en parles. Ah non, moi j'en parle pas. Voilà, je viens d'en parler. La théorie de Persinger, c'est un scientifique anglais qui... Oui, non. C'est en fait que voilà. des hallucinations pourraient être provoquées par l'excitation du lobe temporal des témoins, et excitation qui n'est pas forcément faite par une électrode qu'on mettrait dans le cerveau, mais qui peut se faire aussi par des champs magnétiques. Les champs magnétiques pourraient, alors là ça commence à devenir assez hypothétique, pourraient être provoqués par des accidents de terrain géologiques. Donc il y aurait des lieux qui provoqueraient des champs magnétiques qui seraient capables, sur des sujets fragiles ou sensibles,
de provoquer les hallucinations, et ça c'est l'explication des soucoupes volantes. Bon, Ok. Donc, bah, je n'ai pas parlé de champ magnétique, j'ai oublié, effectivement. Donc on a le pouvoir d'exciter notre imagination en nous les faisant prendre pour ce qu'elles ne sont pas. Donc, on va voir qu'aux abords des failles, il n'y a pas que des soucoupes volantes ou des ovnis pilotés, enfin, ou pas pilotés d'ailleurs. Il y a des dames blanches, il y a des fantômes, il y a des fées, des choses comme ça. Voilà, donc ça c'était la conclusion de ma première partie. Voilà. merci.